Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à un texte clé, vraiment fondateur en France. La loi de 1905. Oui, la fameuse loi de séparation des églises et de l'État, un sujet toujours d'actualité d'ailleurs. Tout à fait. Et pour creuser ça, on s'appuie sur une discussion qui a été menée par l'Amicale laïque Île-de-France, la LDF. Mhm, L'idée, c'est vraiment de remonter aux sources, de comprendre les idées derrière cette séparation, qui est quand même assez unique au modèle français. absolument. Et comme le souligne la LDF, il faut voir ça moins comme une date isolée, 1905, que comme une très longue maturation. Une maturation de la pensée, c'est ça. Hmm, Sur les rapports entre croyances, raison et la façon de gouverner. exactement. C'est une question qui traverse les siècles, bien avant 1905 en fait. Justement, la LDF met en avant trois piliers. Indépendance, action concrète et transmission. Pourquoi insister sur la transmission de l'histoire de cette loi selon eux? Parce que ça touche vraiment au cœur de ce qu'est la laïcité à la française. Comprendre d'où vient cette loi, c'est essentiel. Elle n'est pas sortie de nulle part. Pas un coup de baguette magique, comme on dit. Non, voilà, c'est le résultat de siècles, même de millénaires, de réflexion face à un pouvoir qui était souvent absolu et lié au fameux droit divin. D'accord. Et la LDF insiste là-dessus. Cette loi fondée sur la raison, eh bien, elle reste quelque chose de précieux, mais aussi d'assez fragile. Il faut la comprendre pour la préserver. Alors, petit point de vocabulaire important. Quand on dit séparation des églises et de l'État, le mot église, au pluriel, ça désigne quoi exactement? Bonne question. C'est un terme générique, en fait, ça ne vise pas que l'Église catholique. Ça englobe les structures organisées de toutes les religions. Donc, christianisme, islam, judaïsme et toutes leurs branches. C'est ça, on pourrait presque parler de grandes organisations avec leur hiérarchie propre. Et l'État, lui, via le ministère de l'Intérieur surtout, gère les relations avec ses autorités religieuses et veille à l'application de la loi de 1905. Et on touche là à la tension centrale que la loi essaye de résoudre. Oui, tout à fait, c'est la différence fondamentale entre des systèmes basés sur la croyance, les croyances, et une république qui, elle, se veut fondée sur la raison. Hmm. Ce qui est intéressant, c'est que la raison, par définition, elle peut essayer de comprendre et d'intégrer toutes les croyances, alors qu'une croyance particulière, elle, peut potentiellement en exclure d'autres. D'accord, je vois. La loi essaye donc de créer un espace neutre. Voilà, un espace où la conviction personnelle, subjective, est libre, mais où la gestion de la vie commune, la gouvernance, reste objective, basée sur une raison partagée. C'est ça l'équilibre cherché. Et vous disiez que cette tension, cette recherche d'équilibre, ça ne date pas d'hier. Les sources nous font remonter jusqu'où? L'Antiquité, Ah oui, oui. même si les systèmes étaient très différents, bien sûr, que ce soit à Sumer, en Grèce, à Rome, il pouvait y avoir des distinctions, mais souvent, le religieux et le politique étaient très très liés. Un exemple concret. Prenez l'Égypte ancienne. Le pharaon, ce n'est pas juste un roi. Il est le représentant des dieux sur terre. Le pouvoir divin et le pouvoir terrestre sont, fusionnés en sa personne. Avec l'aide des prêtres, j'imagine. Exactement. Les prêtres géraient les cultes, ils étaient essentiels au fonctionnement de ce système où politique et religion s'entremêlaient complètement. Et ça, cette fusion, ça préfigure un peu ce qui deviendra beaucoup plus tard en Europe la doctrine du droit divin. Oui, on peut voir une filiation. Cette doctrine du droit divin, qui se formalise surtout au Moyen Âge, elle dit quoi? Elle dit que le roi tient son pouvoir directement de Dieu. Donc, il n'a de comptes à rendre qu'à Dieu. Voilà. Son pouvoir est en théorie absolu, incontestable. L'exemple type, c'est Louis XIV. L'État, c'est moi. C'est l'incarnation de cette idée. Une concentration de pouvoir assez extrême. Et comme le disent les sources, à un moment, la bouilloire a dû déborder. C'est une bonne image, oui. Ça illustre bien cette accumulation de tensions face à un pouvoir qui se voulait sans partage. Cette contestation du droit divin, c'est une étape clé vers l'idée d'indépendance de l'État. Et dans cette très longue histoire, quel rôle ont joué les premiers philosophes, Socrate, Platon? Un rôle fondamental, même si l'effet n'a pas été immédiat, bien sûr, mais en introduisant le doute, le questionnement critique. Le fait de demander pourquoi. Exactement. En posant des questions sur la justice, le pouvoir, la vérité et surtout en laissant des traces écrites de leur démarche. Ils ont posé les bases. Ils ont lancé un processus de remise en question de l'autorité absolue. Un écho qu'on retrouvera des siècles plus tard. Tout à fait, notamment au siècle des Lumières. Leur travail a préparé le terrain intellectuel pour les grandes remises en cause qui mèneront à terme à des changements radicaux comme la Révolution française et bien plus tard à cette loi de 1905. Donc si on résume, cette loi de 1905, c'est beaucoup plus qu'un simple texte juridique. C'est l'aboutissement d'un très très long cheminement historique, philosophique.
C'est ça, un cheminement qui s'éloigne d'une légitimation du pouvoir par le divin pour aller vers un État qui se fonde sur la raison, sur la neutralité. Elle représente des siècles de débats, de confrontations d'idées sur le pouvoir, la croyance, la liberté de conscience. Précisément. C'est le résultat d'une accumulation de pensées critiques, d'expériences historiques, parfois douloureuses, pour trouver cet équilibre. Alors, une dernière question pour la route, une piste de réflexion. Si cet équilibre basé sur la raison est si ancien, si durement acquis, est décrit comme potentiellement fragile, quelles sont aujourd'hui les pressions ou les débats contemporains qui pourraient venir, disons, tester ou remettre en question cette balance délicate entre la neutralité de l'État et la libre expression des convictions?